je vais faire un exposé assez conclusif et synthétique de ce que nous avons vu aujourd'hui, en essayant de tracer quelques perspectives des concours financiers de l'État aux collectivités locales, ce qui m'amènera dans un deuxième temps à évaluer quelles peuvent être, dans un certain nombre de cas de figure que je vous présenterai, les marges de manœuvre budgétaires et fiscales des collectivités locales pendant le mandat qui va venir, de 2008 à 2014. Je vais laisser un peu de côté les chiffres pour essayer de donner une tendance générale de ce qui pourrait advenir dans un contexte incertain, mais qui présente néanmoins un certain nombre de risques. Le risque de croissance faible, le risque de déficit budgétaire national important, voire se creusant encore chaque année, alors que tout le monde sait ici que 2012 est une année cruciale qui demande à la France qu'elle ait rééquilibré ses comptes publics. Premier élément qui nous intéresse de contexte, c'est ce que nous avons étudié ensemble concernant le contrat de stabilité. Qu'est-ce que signifie ce contrat de stabilité? C'est un effet que veut provoquer l'État sur les dépenses publiques locales, en restreignant les fonds reversés aux collectivités locales, lesquels fonds, faut-il le rappeler, sont prélevés sur les recettes fiscales de l'État, c'est-à-dire sur le budget de l'État, qui lui prélève de l'impôt national pour le redistribuer aux collectivités locales. En restreignant le montant de ces dotations, l'État, premièrement, résout une toute petite partie de son problème d'équilibre budgétaire, et de surcroît, puisque l'équilibre budgétaire et le déficit public se calculent de manière consolidée avec les collectivités locales, il essaye de faire en sorte que les collectivités locales réduisent leur train de vie. L'indexation sur les prix de l'enveloppe normée de concours financiers va dans ce sens, et cela signifie que ces dotations vont avoir une stabilité en volume. Au volume, c'est hors inflation, on l'emploiera souvent, alors qu'en valeur, c'est y compris l'inflation. Alors la signification majeure de ce contrat, me semble-t-il, même s'il est de très faible influence, c'est que l'État entend bien faire participer les collectivités locales à l'effort de redressement financier des comptes publics. Du coup, la question de l'avenir des prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités locales est posée. Alors, je vais prendre ce problème sous trois angles. Premièrement, je vais essayer de cerner ce que peut être l'avenir de l'enveloppe financière nationale réservée aux collectivités locales, celle du contrat, de l'enveloppe normée, à horizon 2012, 2013, 2014. Deuxièmement, je vais aborder les problématiques de réaffectation intercatégorielle des fonds réservés aux collectivités locales, entre collectivités ou EPCI, ou entre dotations. Comment on peut prévoir ou imaginer l'avenir quand on sait qu'il y a des vases communicants entre différentes dotations. Et dernièrement, troisièmement, je voudrais aussi aborder un certain nombre de redistributions intercatégorielles touchant à la péréquation, telle qu'on a pu vous le démontrer de manière un peu simple et synthétique, en tout cas très restreinte, concernant notamment la dotation de solidarité urbaine. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette dotation de solidarité urbaine? À quoi sert-elle cette dotation de solidarité urbaine et vers où va-t-on? Alors, premièrement, l'avenir de l'enveloppe financière nationale réservée aux collectivités locales. L'indexation sur les prix de l'enveloppe financière nationale réservée aux collectivités locales pourrait très bien être une hypothèse haute d'indexation, d'évolution future des concours que l'État voudra bien reverser aux collectivités locales. L'hypothèse haute, ça serait donc l'inflation. Alors, dans une perspective quand même pessimiste de croissance, je prends cette hypothèse, pourquoi pas? C'est une hypothèse comme une autre. Je fais une hypothèse, donc je prends une perspective pessimiste de faible croissance économique. Mais dans cette perspective-là, une stabilisation en volume des recettes externes des collectivités locales,
sont relevés, on le sait, sur les impôts nationaux. Eh bien, cette stabilisation en volume prend plutôt l'allure d'une régulation molle des évolutions des dépenses publiques locales. En effet, n'oublions pas que les collectivités conservent néanmoins une capacité d'augmentation en volume, c'est-à-dire une capacité d'aller au-delà de l'inflation dans l'évolution de leurs dépenses publiques locales, parce qu'elles bénéficient de l'augmentation physique, c'est-à-dire hors actualisation, hors inflation des bases d'imposition, et de l'augmentation possible des taux d'imposition, ce qu'on appelle l'effet base et l'effet taux. On voit bien qu'une stabilisation en volume des recettes externes provenant de l'État n'a pas un caractère totalement contraignant sur les dépenses publiques locales, dans la mesure où elles peuvent, très bien, faire évoluer leurs dépenses publiques de manière plus importante que celles qui augmenteraient comme l'inflation, car elles bénéficient encore de la progression physique des bases d'imposition et de la progression possible des taux d'imposition. C'est un élément important. Par conséquent, on peut exclure qu'une exigence plus pressante de redressement financier national, tous ensemble d'ailleurs, donc, amène à resserrer la contrainte financière externe imposée aux collectivités locales, dans l'objectif qu'elles stabilisent véritablement en volume leurs dépenses publiques locales. C'est un objectif donc, qui doit tenir compte du fait qu'une stabilisation en volume des recettes externes provenant de l'État n'aboutit pas mécaniquement, bien sûr, à une augmentation, une stabilisation en volume des dépenses publiques. Alors comment faire? Eh bien, évidemment, que si on met en place une politique de rigueur, encore une fois, dans un cadre, dans un contexte économique difficile, avec une croissance faible, si on met en place, on va appeler, on n'a pas peur ici du mot, une politique de rigueur, eh bien, cette politique de rigueur, elle passerait par une stabilisation en valeur, c'est-à-dire une stabilisation en euro constant. En euro courant, excusez-moi, en euro courant, voilà. Je prends là l'hypothèse pessimiste. Mais elle n'est pas très loin de ce qu'on entend, par exemple, comme M. Wörth s'exprime aujourd'hui. Il n'évoque pas cette situation qu'on va considérer comme étant une situation catastrophe, mais il évoque un grignotage possible donc, sur le contrat de stabilité d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas que ce contrat de stabilité, il n'est voté que pour 2008. Ce n'est pas forcément un hasard. Alors, on justifierait cette stabilisation en valeur des dotations versées par l'État par le fait que les collectivités peuvent encore augmenter leurs dépenses au rythme de l'inflation. Malgré cela, on pourra encore augmenter ces dépenses au rythme de l'inflation. Même si on a des dotations qui n'évoluent plus comme l'inflation, on pourra encore les augmenter en raison de la croissance en euros constants des bases d'imposition, voire, bien sûr, de l'augmentation des taux d'imposition. Alors on justifie, on dit, ben, il y a des augmentations possibles dans les collectivités locales liées à l'effet base. Alors on dirait qu'à ce moment-là, toujours dans une hypothèse pessimiste que je tiens à vous présenter compte tenu du contexte incertain et fait de risques assez importants pour l'avenir, la stagnation en euros constants, en euros courants, excusez-moi, justement, je suis en courant, il ne faut pas que je me trompe parce que sinon le raisonnement ne tient plus, la stagnation en euros courants des dotations de l'État serait le prix à payer du maintien législatif de l'effet taux et de l'effet base. On laisserait aux collectivités locales ce qui leur reste d'effet taux et d'effet base, n'est-ce pas, en contrepartie du fait qu'on leur réduirait leur indexation de dotation de l'État. Alors, dans un cas comme celui-là, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'État trouve une source d'économie dans un de ses postes budgétaires les plus importants, qui est les concours financiers versés aux collectivités locales. Alors ça peut avoir comme conséquence une augmentation des taux d'imposition. Mais alors, dans un cas, encore une fois dit, de déséquilibre persistant ou croissant du budget de l'État, on voit bien que cette augmentation de la fiscalité locale directe serait une substitution à l'augmentation de la TVA nationale. Si c'est pour gagner en économie sur des dépenses publiques nationales de l'État, on peut aussi considérer qu'à dépenses qui n'auraient pas été touchées, les concours financiers de l'État qui n'ont pas été revus, c'est bien le poste d'impôt national qui, lui, aurait été actionné par, à ce moment-là, on va dire, par exemple, une augmentation de la TVA.
Oui. Donc c'est vrai qu'il y aurait à ce moment-là possibilité de substitution des impôts locaux par rapport aux impôts nationaux, dès lors où on désindexerait définitivement les dotations de l'État aux collectivités locales. Alors deuxième élément d'exposé, la question du choix de réaffectation intercatégorielle. La projection dans le temps du dispositif régissant le contrat de stabilité de 2008, voté uniquement pour 2008, si on le projette dans le temps, à horizon 2011, 2012, 2013, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et bien cette projection montre que les 2 milliards environ, 1 milliard 846 pardon, de dotations de compensation fiscale dont les collectivités locales disposaient, je ne parle là que des dotations de compensation fiscale dont elles disposaient en 2007, auront totalement disparu en 2011. Comme les compensations fiscales, on l'a très bien démontré tout à l'heure, au travers notamment des tableaux et graphiques présentés Bernard Quérigny, comme ces compensations fiscales ont eu pour fonction d'assurer chaque année une progression en volume de la dotation globale de fonctionnement, égale, vous savez, la moitié du taux de croissance du PIB. En d'autres termes, les compensations fiscales, donc, par leur ponction, ont permis de financer l'effet PIB de la DGF. L'effet PIB, c'est la croissance de la DGF liée à l'indexation à 50% sur la croissance du PIB. La disparition alors de ces 2 milliards d'euros, elle nous pose une question d'alternative. Alors j'en prendrai deux selon le mode de l'alternative. Premièrement, la DGF pourrait en 2012 finalement, suivre tout simplement l'inflation. Évidemment, il n'y aura plus rien pour la financer, cette croissance liée au PIB. Il n'y aura plus rien pour financer l'effet PIB. Les PIB, à ce moment-là, sans réforme d'envergure avant, chose égale par ailleurs, ça va être obligé d'indexer la DGF sur l'inflation, et sur les prix plutôt, et donc on aurait automatiquement un affaiblissement des capacités de péréquation sur les marges de croissance, parce que la péréquation se fait sur les marges de croissance. Mais un deuxième scénario qu'on peut aussi imaginer, c'est que l'indexation PIB de la dotation globale de fonctionnement soit conservée. Mais à ce moment-là, vous avez tous compris qu'il faut qu'on trouve un moyen de financement. Alors quel est le moyen de financement logique qu'on peut imaginer? Logique, pourquoi? Dans la logique de ce qui est fait jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à présent? On a utilisé la dotation de compensation de la taxe professionnelle jusqu'en 2008, où là encore, on a utilisé les autres compensations fiscales de taxe professionnelle, dont la compensation recette. Et qu'est-ce qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la compensation TP recette? C'est la compensation pour suppression de la part salaire. Vous savez, les 33 ou 34% de TP qui ont disparu et qui ont été remplacés par une compensation. Même si ça a été intégré dans la DGF, elle est toujours identifiée, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est une possibilité comme une autre. Il y a d'ailleurs des partisans de cette intégration, peut-être même avant l'extinction définitive des autres compensations, pour alimenter et faire jouer encore l'effet PIB sur la DGF et alimenter les dotations de péréquation communale, DSU, DSR et DNP. Alors cette hypothèse, qui n'est qu'une hypothèse assez intéressante, je veux dire, intellectuellement, car évidemment elle pose la question de l'organisation intercommunale d'aujourd'hui, car vous savez tous que la compensation pour suppression de la part salaire est quasiment intégralement aujourd'hui perçue par les EPCI. Elle ne se trouve plus en taxe, comme il y a la taxe professionnelle, il n'y a plus de compensation pour suppression de la part salaire dans les budgets communaux. Mais si vous prenez la compensation pour suppression de la part salaire dans les groupements alimentés dans les dotations de péréquation communale, ça pourrait poser un problème. C'est peut-être un élément qui amènera au questionnement sur la nécessité de fusionner, de mutualiser la DGF au niveau intercommunal. Mais ce ne serait, à mon avis, qu'à partir de problèmes de ce type-là qu'on arriverait à faire avancer cette question de la territorialisation, comme on l'a dit, de la DGF. Je ne prends pas position, d'ailleurs, connaissant d'ailleurs le problème des grandes villes sur cette question, sur la territorialisation de la DGF. Je pense qu'on peut peut-être être amené un jour ou l'autre à y venir, tellement les imbrications budgétaires et fiscales entre les groupements et leurs communes deviennent aujourd'hui complexes
Et toutes les réformes, me semble-t-il, butent à un moment ou à un autre sur cette question des imbrications de plus en plus importantes entre les groupements et les communes. M. Fréville connaît très bien le problème. Par exemple, quand on parle de potentiel fiscal, on est empoisonné par cette problématique de la taxe professionnelle unique. Je parle du potentiel fiscal communal. Alors, troisièmement, je voudrais maintenant porter la réflexion sur les redistributions intracatégorielles touchant à la péréquation. Dans un contexte de rareté des fonds publics, en tout cas de leur croissance, ce n'est pas des fonds publics, il y en a beaucoup, mais c'est de leur croissance. Une évolution contrariée, on va dire. Dans un contexte de rareté, la tentation est forte de financer des nouvelles politiques publiques, pour lesquelles on n'a pas le premier sou, par des prélèvements sur des enveloppes existantes réservées aux collectivités locales. Vous avez tous en tête quelques idées sur la question. Je ne vais pas trop aborder la question des départements. Je vais plutôt réserver ma réflexion à la DSU, à la DGF communale, pour ne pas trop élargir le débat. Ainsi, d'ailleurs, je vous rappelle, a-t-on pratiqué quand on a ponctionné la dotation de compensation de la taxe professionnelle au début des années 2000 pour financer la politique d'incitation aux communautés d'agglomération. On l'a vu dans le schéma, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais on a été chercher de l'argent dans des compensations fiscales. Après qu'on ait eu voté le pacte et les contrats de toutes sortes, on a été après cela chercher de l'argent pour les injecter dans l'enveloppe réservée aux comités d'agglomération, en présentant ça évidemment comme une politique publique, alors qu'on n'injectait pas un sou de plus que ce qu'on avait injecté sur le budget d'État. C'est vrai, il y a eu 186 millions, effectivement, d'abondement du budget d'État pour la DGF afin de financer les comités d'agglomération. Alors, je vais prendre deux exemples qui me semblent assez intéressants. Alors, un exemple qui est dans l'air du temps, mais qui est assez illustratif de certains phénomènes. Alors, la mesure du déplacement de DGF qui partirait de l'ensemble des collectivités locales françaises vers une communauté urbaine du Grand Paris. Je dis bien une communauté urbaine, je ne parle pas d'un autre statut, je parle du statut de communauté urbaine que prendrait donc, le territoire intercommunal de Paris. C'est-à-dire à peu près, je parle du financement qu'il faudrait apporter, que les autres collectivités devraient apporter, pas les communautés urbaines, un petit peu par adduction, mais toutes les autres collectivités seraient mises à contribution, on va dire. Eh bien, c'est à peu près en net 250 millions d'euros par an, bien sûr. Eh bien, cette mesure a apporté quand même, a amené à des propos rassurants de la part de nos responsables politiques, disant non, ne pensez pas quand même qu'on va mettre à contribution l'ensemble des communes françaises pour venir financer le Grand Paris. Non, l'État apportera sa pierre à l'édifice et l'État participera. Alors je trouve que c'est intéressant comme remarque parce que, bon an, mal an, vous savez que l'État dispose de multiples possibilités de répercuter sur les collectivités. Donc le coût de sa participation à n'importe quel projet, puisque nous sommes dans un système de vases communicants. Quelle que soit la manière dont le Grand Paris sera financé, je pense que comme l'État a quand même des difficultés à trouver un sou de plus à investir dans des nouvelles politiques publiques, il faut bien qu'il prenne l'argent là où il se trouve, dans les enveloppes existantes, et il me semble difficile de croire que la DGF, d'une manière ou d'une autre, ou les concours financiers d'une manière ou d'une autre, ne seraient pas mis à contribution. Mais ce n'est pas un procès, bien entendu, que je fais à un projet d'envergure qui peut avoir toute son efficacité et son utilité d'autre part. Je veux juste dire qu'il faut faire attention aux présentations. Je pense qu'il y a des vases communicants étant ceux qu'ils sont. On en arrive toujours au même point, finalement, c'est que ce sont les enveloppes existantes qui sont mises à contribution. Deuxième exemple, plus efficace, plus intéressant plutôt, puisque c'est un exemple qui est déjà en marche, qui est déjà en action. C'est l'exemple des multiples pans banlieues. Encore une fois, je ne juge pas de la pertinence, de la nécessité d'agir pour les banlieues. Ce n'est pas ça le propos. On a des nouvelles politiques publiques. Mais a-t-on les sous pour financer ces nouvelles politiques publiques? Si la réponse est non, ce qui est le cas, eh bien on prend les fonds nécessaires au financement d'une politique publique sur les enveloppes existantes. C'est la raison pour laquelle la DSU a été, dès 1991,
affectés, réorientés vers des critères, vers des financements de charges à caractère plus ou moins particulier, notamment à caractère urbain, avec une réaction d'un autre côté qui a permis à la dotation de solidarité rurale aussi d'être alimentée. Mais je parlerai maintenant du plan Borloo, parce que ce phénomène de reconsidération des résultats qu'on attend de la solidarité et de la péréquation, d'une dotation générale de péréquation, eh bien, ce phénomène a été largement amplifié par le plan Borloo, qui a trouvé miraculeusement 600 millions sur 5 ans. Mais ces 600 millions n'existent pas. 6 millions de plus, pardon, excusez-moi. Ce supplément de 600 millions, c'est-à-dire 120 millions par an sur 5 ans, ça n'a strictement aucune existence. Ça a été pris sur la dotation globale de fonctionnement sans qu'aucun abondement soit apporté. Ça, c'est important. Et du coup, ce qui s'est passé, on l'a assez illustré. Je crois que M. Fréville pourra nous donner son analyse de cette affaire. Là, on a assisté à une reconstruction complète de l'architecture et du système de la péréquation afin de financer les politiques de la ville à partir de critères qui permettaient de cibler un certain nombre de communes qu'on a vues sur les tableaux de tout à l'heure, ce qui en soi est certainement une chose intéressante, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il a fallu mettre à contribution donc, un très très grand nombre de villes françaises qui n'ont plus du tout, enfin presque pas, on va dire, parce qu'il y avait 5%, mais maintenant c'est 1,6, donc c'est fini, donc bénéficier de ce qu'on attendait de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale, c'est qu'elles améliorent l'efficacité de la péréquation et de la correction des inégalités de richesse entre les communes. On a bien eu là une politique qui, par des effets surmultipliés de certains critères, a concentré donc, les dotations dans un certain nombre de zones. Alors évidemment, quand on affiche une augmentation de 9,4% de la DSU ou de 12% l'année dernière, je crois, c'est 12% l'année dernière, ces 12%, ils vont se concentrer, enfin les résultats de ces 12% vont se concentrer dans un certain nombre de zones. Donc ça ne veut pas dire du tout que les communes qui sont dans des zones où il y a très peu de ces caractéristiques-là vont bénéficier, bien au contraire, on se trouve pour la plupart dans une situation de garantie de progression minimale d'une dotation qui elle-même est déjà très faible. Alors, je pense aussi que le plan banlieue de Fadela Amara, qui encore une fois est très louable, c'est pas la question, j'espère qu'il me fait bien comprendre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il cherche son financement exactement à la même source. Alors, je ne vous parle pas de fiscalité ni de nécessité de reconstruire fiscalement la région parisienne. Ce n'est pas mon propos, je ne parle pas de tout aujourd'hui. Je parle simplement des dotations de l'État. On a bien vu que le Fadela Amara cherchait son financement donc, à la même source. Et je crois que Monsieur Fréville ça expliquera tout à l'heure, je crois que le signal qu'a donné le comité local cette année est assez clair. Si vous avez des politiques à mener, vous trouvez l'argent en dehors que dans la poche des communes qui, elles aussi, pour leur fonctionnement courant, ont besoin d'une certaine évolution qui ne soit pas très largement inférieure à l'évolution moyenne. Alors, c'est vrai que ce plan, il me semble très clairement solliciter l'ensemble des communes. Après tout, la solidarité peut se concevoir de cette sorte-là, mais il me semble que cette accumulation aboutit à une amplification qui peut-être n'est pas tellement justifiée, et ça mérite en tout cas d'être soulevé. Ce qui est évidemment embêtant, c'est que la DSU, du coup, a perdu pratiquement toute donc, sa fonction initiale, c'est-à-dire celle de corriger donc, les inégalités de richesse financière entre les collectivités locales françaises pour se concentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, dans un certain nombre de zones pour des politiques ciblées qui ont certainement leur importance, mais qui n'ont pas été financées sur le budget de l'État.